Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Naonedia en partenariat avec Mon Studio TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Baïkov, qui est avocate au barreau de Nantes et qui va nous aider à comprendre l'AI Act et les conséquences pour les entreprises. Alors merci beaucoup Stéphane de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc tout d'abord, quelle est l'ambition de l'AI Act ? Alors, l'IA Act, c'est un acte législatif pris par le Parlement européen qui a un règlement d'application immédiate sur tout le territoire de l'Union européenne et qui a pour vocation de mettre en place une IA digne de confiance avec un cadre harmonisé sur tout le territoire de l'Union européenne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le champ d'application de cette... Alors, l'IA Act s'applique à l'ensemble des distributeurs, fournisseurs, utilisateurs de systèmes d'IA et de modèles d'IA qui auront vocation à s'appliquer sur le territoire de l'Union européenne, mais qui impliqueront aussi des utilisateurs présents sur le territoire de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'extranéité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose un système d'IA qui va avoir des effets sur le territoire de l'Union européenne, on est soumis à cette réglementation. Je crois que l'IA Act est en plusieurs parties. Quel est le calendrier autour de cette législation ? Alors tout à fait, l'IA Act, comme le RGPD, prévoit des paliers d'application. C'est-à-dire qu'il a été voté et publié au JO en juillet 2024. Il est entré en vigueur en août 2024, mais il n'entre en application que par palier. En fait, ces paliers sont en lien avec l'approche par les risques qui est inhérente à ce texte. Et le premier palier, c'est 2 février 2025. Donc depuis le 2 février 2025, toutes les IA que l'on considère comme présentant un risque inacceptable pour la démocratie, pour la santé, pour la sécurité des personnes sont interdites. À partir du 2 août 2025, vont entrer en application toutes les dispositions qui s'appliquent au modèle d'IA à usage général, pour ne pas citer ChatGPT, notamment. Et à partir d'août 2026, l'ensemble des dispositions vont s'appliquer. Donc ça va concerner tout ce qui est l'obligation de transparence qui s'applique à toutes les IA dont le risque est accepté, considéré comme modéré, et aussi toutes les obligations qui vont peser sur les utilisateurs, fournisseurs d'IA à haut risque. Donc ça veut dire que OpenAI cet été a le devoir de respecter l'AI Act. Exactement. À partir du 2 août 2025, les autorités nationales compétentes, lorsqu'elles seront désignées, pourront tout à fait aller demander des comptes et la documentation technique qu'elles doivent mettre à disposition des autorités. D'accord. Et quand vous mentionnez, par exemple, que les IA qui seraient nocives pour la démocratie pourraient être interdites, sur quelle base juridique ça peut être quelque chose qui peut être assez subjectif, un risque pour la démocratie, par exemple. En fait, l'IA Act précise les conditions dans lesquelles on va considérer que l'IA est interdite parce que justement, on aura identifié ces risques. Et ces risques, ils sont définis dans l'IA Act à ce stade, mais on aura de la jurisprudence après qui viendra fixer des conditions peut-être plus précises et faire du cas par cas. Mais c'est notamment tout ce qui va être manipulation de l'opinion publique, travestissement de la réalité, tout ce qui va être exploitation des vulnérabilités, classement social, notation sociale de la population, et puis tout ce qui va être surveillance en temps réel. Sinon, pour les entreprises, quelles sont un peu les mesures concrètes, les premières choses qu'une entreprise peut implémenter pour se mettre en conformité avec le AI Act ? Aujourd'hui, finalement, à partir du moment où on n'utilise pas un système d'intelligence artificielle interdit, on a à peu près le droit de tout faire à l'heure actuelle. Sauf qu'il faut s'y préparer et pas faire comme avec l'entrée en application du RGPD, où on s'est réveillé le 25 mai 2018 en disant on n'a rien fait. Donc, les préconisations aujourd'hui sont de s'intéresser au système d'IA qu'on utilise d'ores et déjà, parce que parfois, on le découvre parce qu'on s'intéresse à la documentation technique. Et oui, il y a un système d'IA dans ce modèle ou dans cet outil. Donc, bien les identifier les fournisseurs, les challenger, savoir si aujourd'hui ils sont prêts pour l'entrée en application de la réglementation qui se fait par palier, comme je disais précédemment.
L'idéal aussi, ce serait éventuellement d'avoir une gouvernance déjà au sein de l'entreprise, désigner un référent, former en tout cas, rédiger un acte sur les bonnes pratiques, sensibiliser son personnel. Et il faudrait également, dans un monde idéal, peut-être commencer à rédiger de la documentation, notamment tout ce qui concerne les obligations de transparence et de communication, pour pouvoir informer d'ores et déjà les utilisateurs. Eh bien là, vous êtes en train d'interagir avec un système d'intelligence artificielle, ce que certaines entreprises ont déjà mis en place. Et puis, commencer à avoir une démarche proactive et de suivi régulier de ces outils en interne et de leur évolution et du suivi de ce qui va être mis en place et de la réglementation applicable. D'accord. On voit pas mal d'entreprises, par exemple dans le cadre d'utilisation de chatbots, par exemple, qui établissent des chartes un peu d'utilisation de ces chatbots. Est-ce que ça fait partie de ces premières étapes? Tout à fait. Ça fait partie de ces premières étapes et de cette obligation de transparence qui est imposée par l'article 50 de l'IA Act. Et donc d'avoir déjà cette documentation, on sait que le jour où on aura l'obligation de la produire, elle sera déjà faite. Et je pense qu'aujourd'hui, ça inspire confiance aux utilisateurs qui peuvent être un peu anxieux avec l'arrivée de ces nouveaux modèles d'IA. Donc concrètement, aujourd'hui, si j'ai un produit qui a une fonctionnalité qui utilise un modèle de LLM type OpenAI, est-ce que ça veut dire qu'en août 2025, je dois réaliser quelque chose ? Alors, a priori, toi, tu n'as pas d'obligation le 2 août 2025. Tu as juste l'obligation de te faire fournir par ton fournisseur justement de système d'IA, de modèles à usage général, est-ce que lui te fournisse la documentation technique dont tu vas avoir besoin pour implémenter cette solution dans ton propre système. Mais le 2 août 2025, toi, dois t'assurer que cette documentation, elle est conforme aux exigences du texte. Et si tu t'aperçois que cette documentation n'est pas conforme aux exigences du texte, il faudra que tu renonces à utiliser cette solution. Ok. Et dans cette documentation, ça inclut toutes les données d'entraînement, par exemple ? Alors, dans la documentation que ces fournisseurs de modèles doivent transmettre aux offices et aux autorités nationales compétentes sur leurs demandes, il y a notamment toutes les informations qui sont relatives aux données, aux jeux de données d'entraînement, de validation, de tests. Voilà, ils doivent fournir toutes ces informations. J'ai hâte de voir 2 août 2025. Il y a également un débat assez intéressant sur l'innovation et sur la régulation. Il y a le point de vue de gros fournisseurs de modèles d'IA américains qui prétendent que l'Europe régule trop, que l'Europe met trop de lois, et que, vu le contexte vraiment extrêmement rapide de compétitivité entre les différents acteurs de l'IA, ces réglementations européennes sont un peu un frein à l'innovation. Quel est un petit peu le point de vue, votre point de vue de juriste, mais également le point de vue un peu de l'Union européenne sur cet équilibre un peu délicat à faire entre la protection des citoyens et des entreprises et puis le besoin d'innover dans ce domaine technologique? Alors, pour répondre à ta question, Lionel, l'ambition, comme je rappelais en préambule de l'Union européenne, c'est de poser le cadre d'une IA éthique. Évidemment, les détracteurs considèrent que cette réglementation, c'est un frein parce que c'est trop lourd, parce qu'on nous demande des obligations dans tous les sens, d'avoir à justifier de l'origine des données, du suivi régulier, de tout un panel d'obligations qui, évidemment, alourdissent le développement de ces systèmes d'IA. Pour autant, et l'IA Act, dans certaines situations, n'impose que très peu d'obligations, juste une obligation de transparence et d'information à destination des utilisateurs. Plus, en réalité, le système d'IA va présenter des risques pour la santé, la sécurité, l'environnement, la démocratie, plus on va imposer des obligations à ceux qui les fournissent pour qu'ils montrent patte blanche et qu'on puisse s'assurer que cette IA elle est conforme aux valeurs de l'Union européenne. Alors, d'un point de vue très personnel, j'ai tendance à penser que, vu le contexte géopolitique actuel, cette réglementation, elle va surtout
inspirer la confiance et on va en avoir besoin pour pouvoir aller vers ces outils d'IA et on ira, je pense, sur le territoire de l'Union européenne que vers ces solutions parce que justement elles sont dignes de confiance et qu'on rejettera farouchement l'ensemble des solutions autres qui pourraient être proposées. Et aujourd'hui, c'est déjà un levier concurrentiel que de présenter patte blanche, et que de démontrer qu'on est en train de se mettre en conformité et que déjà, dans les processus de conception de l'IA, on est déjà en train de tenir compte de cette réglementation, aussi contraignante soit-elle, mais aussi nécessaire est-elle, me semble-t-il. Oui, c'était un petit peu un argument d'ailleurs aussi contre le RGPD qui finalement a fini en tant que standard un peu international sur la réglementation de la vie privée sur le numérique. Quoi. Oui, l'idée aussi, l'Union européenne, alors je ne sais pas si l'avenir nous donnera raison, c'est de se dire qu'il y a un tel potentiel économique sur le territoire de l'Union européenne qu'en imposant ces standards, on va faire en sorte que l'ensemble du monde prenne le pas. On est les premiers à avoir légiféré sur cette question de l'intelligence artificielle. C'est le fameux Brussels Effect, comme on l'appelle, le pouvoir législatif de l'Union européenne comparé à d'autres acteurs internationaux. Ouais. Bah super, merci beaucoup. C'était passionnant. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup de votre intervention et à très bientôt, j'espère. Ouais.